sans doute beaucoup de chômeurs. On paye certes des corps de fonctionnaires et puis on vieillit et les retraites ça coûte, c'est un fait. Mais tout de même, on n'en est pas là. La France, en particulier, elle, la probabilité de sa faillite, de la faillite de l'État, doit être de l'ordre d'un milliardième, vous voyez. Autant dire qu'elle est impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, la richesse de la France est celle des Français. Et que les gouvernements ont la souveraineté de lever des impôts. Et donc, ils peuvent combler tous les déficits qu'ils auront formés en imposant davantage leurs citoyens. Et on parle de citoyens qui sont très riches. De fait, en 2005, l'INSEE évaluait le patrimoine des ménages français à 9 000 milliards d'euros. Déduction faite de la dette, il restait encore aux Français un patrimoine de 8 066 milliards d'euros, soit un peu plus de 126 000 euros par Français. Mais alors, si les Français sont des nantis, il n'y a plus de problème. Si c'est aussi simple que ça, on leur règle ce déficit. Ils sont pleins de bonne volonté, les Français. On vient de leur dire qu'ils étaient riches. Pensez donc à un plaisir qu'ils vont se faire, les Français, de régler le déficit. Ou alors c'est que, justement, c'est pas aussi simple que ça. On ne nous a peut-être pas encore tout dit. Derrière l'éclatante richesse statistique affichée par les ménages français se cache une de ces sombres complexités dont la science économique a le secret. Quand on regarde un pays, c'est vrai qu'il faut faire un peu, là, pour le coup, comme une entreprise, même si un pays n'est pas une entreprise, c'est-à-dire regarder un peu l'équilibre entre l'actif et puis les dettes. C'est ce qui a été fait par la Cour des comptes maintenant depuis plusieurs années. Et quand on regarde un peu sur longue période, c'est vrai qu'en 1980, l'excédent de ce que la France avait et de ce qu'elle devait était de 807 milliards. Et aujourd'hui, c'est une situation de déficit de plus de 650 milliards d'euros. Donc on a bien eu, sur cette période d'un quart de siècle, on est passé de plus 800 à moins 650. Donc on voit très bien qu'il y a eu une perte de richesse considérable de notre pays et que sur ces 25 ans, finalement, les générations qui ont vécu ont consommé cette somme considérable. La France qui tombe, c'est une très vieille rengaine. En 572 après Jésus-Christ, déjà, Grégoire de Tours prédisait au royaume des Francs la survenue du temps des douleurs, envoyé par le ciel pour les punir de leurs vicissitudes. Et le bon Saint-Éloi, qui lorsqu'il ne veillait pas sur la culotte du roi Dagobert, était son ministre des Finances, exhortait déjà ses contemporains trop peu productifs à se préparer au jugement dernier et à détester ce monde qu'ils ne pouvaient déjà plus posséder. Depuis, ils ont été légion les brillants esprits à annoncer à ces malheureux Français l'imminence des pires tourments. Parfois à raison, souvent à tort, en interprétant les signes envoyés par le ciel ou les analyses savantes des économistes, ce qui revient pratiquement au même. Jusqu'au général de Gaulle qui déclarait en 1958 « Toutes ces obligations, jointes aux dépenses normales de l'État, nous mèneraient, si nous laissions les choses aller, nous mènerait à un déficit de quelques 1200 milliards, soit 2 fois plus que l'épargne n'est susceptible de nous fournir. À moins de recourir à la ruineuse inflation ou de faillir à la France, nous devons absolument réduire de moitié cette impasse menaçante. C'est ce que nous avons décidé. » En 1958, le général l'avait donc décidé, il fallait diviser par 2 les déficits publics. Il n'y arriva pas. Pire encore, depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, jamais l'État français n'a retrouvé un budget à l'équilibre. Pourtant, ils ont été nombreux, de droite comme de gauche, à décider qu'il fallait combler ce déficit. On a fait nos comptes, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il y a un déficit qui est de plus de 50 milliards.
La maîtrise des déficits est une nécessité si l'on veut être maître de son destin, si on ne veut pas être entre les mains de ses partenaires ou de ses créditeurs. Or, moi, je suis le garant de l'indépendance nationale. Et l'indépendance nationale, ça exige la maîtrise des déficits. La France d'aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire en entendant tout ça, c'est que si on trimballe ce problème depuis plus de 50 ans et que ça continue à fonctionner quand même, c'est qu'il n'y en a pas vraiment de problème. Comme diraient les Shadocks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Transmettre à nos enfants la facture de nos dépenses de santé et de retraite via la dette, alors même que la population française vieillit. Mais c'est profondément immoral. Attendez, là, on a droit à un élément nouveau, la dette. C'est vrai, on l'avait oublié, c'est la dette publique. Pourtant, Dieu sait si on nous en a parlé. Pendant que nous parlons, il y a sans doute un bébé qui est en train de naître dans une clinique quelque part. Sur ses épaules, à ce bébé, dès qu'il va commencer à respirer, il y aura déjà 100 000 francs de dette, 15 000 euros. Vous voyez, on essaye de créer des idées fausses en donnant un chiffre sans le mettre en comparaison avec ceux des autres pays. Par exemple, il y a cette fameuse inquiétude qui est née du fait que chaque bébé français naissait avec 19 000, disons pour faire bien, 20 000 euros de dette. 20 000 euros de dette brute, vous voyez. Mais chaque bébé français naissait avec un patrimoine net égal à 5 années de revenus. Ça, on l'a pas dit. Bon, peu importe. Chaque bébé français naissait avec 20 000 euros de dette. Est-ce qu'on s'est demandé avec combien de dettes naissaient les bébés allemands? Ben, 25 000. Bon. Avec combien de dettes naissaient les bébés américains? Eh bien, 30 000. Vous voyez? Donc, dès le moment où on vous donne ces chiffres comparatifs, la conclusion que vous en tirez, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la France est entrée dans une zone dangereuse. C'est-à-dire que nous sommes à 66% du PIB de dette publique. Si on devait franchir la barrière des 70%, la dette deviendra à peu près insoutenable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a déjà la totalité des ressources, des recettes de l'impôt sur le revenu qui ne servent qu'à payer les intérêts de la dette. Et aujourd'hui, la France s'endette pour rembourser les intérêts de la dette existante. Donc, il y a une spirale qui est dangereuse, surtout que nous allons vivre maintenant dans un temps où les taux d'intérêt vont devenir plus élevés. 66% du PIB. 66% du... Ouais, dit comme ça a l'air grave, hein, très très grave. Sauf que... c'est quoi ce PIB? Non mais c'est vrai, tout le monde en parle comme si ça allait de soi. Oui, personnellement, j'en connais 2 ou 3 qui seraient bien embêtés si je leur demandais là tout de suite de m'expliquer ce que c'est, le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. En résumé, c'est la valeur totale de ce que produit un pays en une année. Notre dette nationale représente donc 66% de tout ce que nous produisons dans une année. De tout ce que nous produisons, mais pas de ce que nous possédons. Et ça fait une différence, une sacrée différence même. Imaginez un Français, moyen de préférence, qui rembourse chaque mois à sa banque plus de la moitié du salaire qu'il perçoit. Il est a priori dans une situation peu enviable. Mais si ce même Français est dans le même temps propriétaire d'un ou 2 immeubles, d'une collection de tableaux anciens et d'un très épais portefeuille d'actions, devons-nous encore le plaindre? Comme tout indicateur, il faut être modeste, ça mesure une partie fondamentale de la vie d'un pays, qui est la production marchande et la production des services publics. Ça ne peut pas prétendre résumer l'ensemble de l'activité ou de la richesse d'un pays. Le PIB ne prend pas en compte des éléments de bonheur ou de bien-être. Il ne prend pas en compte également des éléments environnementaux, ou en tout cas, il ne prend en compte qu'une partie. L'exemple habituel qu'on donne, c'est l'embouteillage avec des voitures qui consomment du carburant,
ça fait augmenter le PIB, puisque quand on brûle du carburant, on va dépenser, etc. Il est certain que ça n'a pas une grande utilité économique et une grande utilité sociale, et par ailleurs, ça nuit à l'environnement. Donc c'est un exemple des décalages qu'on peut avoir. Imaginons à nouveau notre Français moyen en chemin vers son lieu de travail, pris dans cet embouteillage nuisible à l'environnement. Imaginons maintenant que, somnolent d'ennui, il percute la voiture qui le précède. Si sa voiture va à la casse, notre Français moyen aura perdu un morceau de son patrimoine, donc sera moins riche. Mais pour le PIB, ça ne comptera pas. En revanche, lorsque notre Français moyen achètera une nouvelle voiture en remplacement de celle qu'il a malencontreusement détruite, le PIB augmentera et le pays sera considéré comme plus riche, même si notre Français moyen s'est pour cela endetté jusqu'aux yeux et que sa nouvelle voiture est japonaise. Autrement dit, si par un don du Saint-Esprit nous